En fait, la 3D, on peut dire que c'est l'art de créer un univers à travers des formes géométriques simples. Donc, par opposition à la 2D c'est simplement ce que l'on obtient quand on prend notre appareil photo numérique, que nous prenons une photo, les résultats étant en 2 dimensions. Espace et temps, quoi. Espace et temps, exactement. Si nous rajoutons la 3D, il y a l'axe Z qui se rajoute et cela peut sembler simple, mais ça entraîne toute une nouvelle discipline. Et avec la 3D, en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on manipule des sphères, des cubes, des formes géométriques simples pour avoir à la fin un rendu, un univers qui est complètement détaillé. Et à travers ce processus, il y a plusieurs étapes qui interviennent. Donc, lorsqu'on parle d'artiste 3D, c'est simplement une personne qui utilise les logiciels de 3D pour pouvoir créer un univers ou des personnages ou bien des environnements. C'est simplement le fait de pouvoir partir de formes géométriques pour créer quelque chose, en fait. Ok. Bonsoir, salam Zia. J'espère que vous allez bien. Ici your boy Habib Sall aka Serigne Modou Sall. Bienvenue au Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Donc aujourd'hui, nous recevons sur le cercle mon cher Hassane Diagne. Hassane, bienvenue. Merci beaucoup Habibou. Merci pour l'invitation. On est ensemble. Je suis très honoré de te recevoir ici sur le cercle. Et j'ai bien suivi ta page Instagram et tout ce que tu fais. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu t'avoir pour qu'on puisse parler de manière détaillée sur le design, 3D et tout ce que tu fais. Et pour les gens qui nous écoutent et qui aimeraient comprendre ton parcours, est-ce que tu peux parler brièvement de toi, qui est Hassane Diagne, et de ton parcours? Oui, absolument. Déjà, je m'appelle Hassane Diagne. Merci de l'invitation encore une fois. Mon parcours est un peu atypique. Parce que comment j'ai atterri dans la 3D, c'est peut-être plus par passion. Parce que au départ, j'ai commencé par faire mes études en mathématiques et statistiques. Et par la suite, j'ai continué en comptabilité. C'était à Montréal. Mais à côté, tout le temps, je faisais de la 3D. J'ai d'abord commencé au départ par de la pure 2D, en utilisant des logiciels comme Photoshop, en faisant du coloriage, de la photomanipulation. Et petit à petit, ça a évolué et j'ai commencé à jeter quelques regards intéressés à la 3D. Mais j'avais un peu peur de ce domaine. Donc, un jour, j'ai quand même décidé de tester pour voir qu'est-ce que cela pouvait m'apporter. C'était de cela il y a 6 ans. Et j'ai commencé par me former en autodidacte. Donc, j'ai commencé à suivre des tutoriaux pour apprendre au départ, pour savoir comment est-ce que cela fonctionne et tout. Et j'ai vu que c'était un domaine qui permettait de faire énormément de choses. Et c'est à partir de ça que la curiosité s'est transformée en passion. Et plus tard, la passion s'est transformée en un métier. Je comprends. Mais pour les gens qui nous écoutent, 3D, ça englobe beaucoup de choses. Est-ce que tu peux détailler carrément ce que c'est que 3D? Qu'est-ce qu'on peut faire avec 3D? Et si on rajoute le mot artiste, artiste 3D, bon, après, je pense que tu es un artiste 3D, tu es un technicien 3D. Donc, est-ce que tu peux entrer dans les détails? 3D d'abord, les différents environnements de 3D, et quand tu rajoutes technicien, artiste, le métier, ça consiste en fait à quoi exactement? C'est ça. En fait, la 3D, on peut dire que c'est l'art de créer un univers à travers des formes géométriques simples. Donc, par opposition à la 2D c'est simplement ce que l'on obtient quand on prend notre appareil photo numérique, que nous prenons une photo, les résultats étant en 2 dimensions. Espace et temps, quoi. Espace et temps, exactement. Si nous rajoutons la 3D, il y a l'axe Z qui se rajoute et cela peut sembler simple, mais ça entraîne toute une nouvelle discipline. Et avec la 3D, en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on manipule des sphères, des cubes, des formes géométriques simples pour avoir à la fin un rendu, un univers qui est complètement détaillé. Et à travers ce processus, il y a plusieurs étapes qui interviennent. Donc, lorsqu'on parle d'artiste 3D, c'est simplement une personne qui utilise les logiciels de 3D pour pouvoir créer un univers ou des personnages ou bien des environnements. C'est simplement le fait de pouvoir partir de formes géométriques pour créer quelque chose, en fait. Ok. C'est en fait, tu crées un univers et en même temps, tu te donnes la possibilité de changer, de modifier cet univers en fonction de tes désirs artistiques, en fait. Exactement. Et selon le domaine de la 3D aussi, il y a la 3D classique qui permet d'utiliser les formes géométriques pour créer ça.
Mais il y a également une autre forme de 3D qui est plus carrément de la sculpture. Donc, c'est absolument comme si on avait de la pâte à modeler. On sculpte ce que l'on veut et à la fin, on a un personnage ou un univers. Mais tout cela, ça rentre dans le domaine de la 3D. Ok. Donc, si de manière pratique, on peut dire que les jeux vidéo sont des environnements 3D. Ouais. Les modélisations, que ce soit immobilières, les projets immobiliers avec des modélisations 3D, c'est aussi des versions 3D. Et quoi d'autre dans la vie pratique? Où est-ce qu'on peut trouver 3D à part ces deux domaines? On peut le trouver dans la publicité, par exemple. Okay. Il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, si je voulais faire la publicité d'un certain produit, disons un jus de fruits, c'est très facile que je modélise la boîte du jus en 3D et à travers certains artefacts que je fasse que cela bouge. Si j'ai un fond vert derrière, c'est encore plus facile d'incorporer des gens. Le résultat de base, c'est la 3D, mais après, il y a plusieurs autres processus qui se rajoutent. Et même dans le domaine des news télévisées, je vois que de plus en plus, il y a des gens qui utilisent des logiciels comme Unreal Engine pour avoir des présentations en 3D, en fait. Donc, par exemple, la personne est assise derrière un fond vert et tout ce qu'il y a aux alentours, que ce soit, par exemple, dans notre cas, le microphone, la table ou bien le mur, tout cela serait créé en 3D et ça permettrait d'avoir une certaine direction artistique qui est plus personnalisée que si, par exemple, nous voulions utiliser des éléments de la vraie vie. Il y a beaucoup d'utilisation de la 3D de plus en plus. Ouais. Et je pense que ça correspond aussi avec le changement de nom de Facebook pour aller vers Metaverse. Exactement. Avec l'univers Meta. Ouais. Est-ce que tu peux... Bon, l'univers Meta aussi, j'imagine que c'est du 3D. Et je vois de plus en plus d'articles qui disent que, bon, dans un futur proche, nous vivrons dans un monde où on aurait des biens dans des mondes virtuels, quoi. Du genre, de la même manière que tu te déplaces pour acheter un terrain, dans l'avenir, tu vas acheter des espaces, sur un monde, dans un monde virtuel. Et dans cet espace, toi, ça va t'appartenir et tu pourras faire tout ce que tu veux avec. Maintenant, Metaverse, c'est quoi exactement et pourquoi ce changement de nom de Facebook et comment ce Metaverse intègre 3D et quel est le rôle que le 3D joue dans Meta? Concernant la Metaverse, mes connaissances dessus ne sont pas updatées. Si, exactement. Mais de ce que j'ai semblé comprendre, c'est une sorte d'univers virtuel. Et en fait, c'est la base. On peut dire que il y a de la 3D qui est utilisée pour modéliser le monde, les environnements, les personnages. Et lorsqu'on incorpore des technologies comme les lunettes virtuelles, de virtual reality, ça permet à la personne d'être incorporée plus à l'intérieur de la métaverse. Mais en tant que tel, quels sont les différents acteurs, ça, je pense que je devrais exactement plonger. Mais je comprends. Mais ce qui m'a un peu étonné avec ton parcours, c'est que t'es un mathématicien. Et après, tu t'as viré carrément pour aller vers le 3D et t'es un autodidacte. Tu peux m'expliquer ça a été comment ça a été le processus de migration, de changement de parcours et qu'est-ce qui a déclenché ce besoin, en fait, de changement de domaine? Ouais. Au départ, c'est vrai que j'ai fait mes études en mathématiques, statistiques et comptabilité. Mais la 3D, c'est plus, des fois, il y a des disciplines que l'on peut penser qui sont non compatibles, alors que la personne peut faire les deux. Donc, il se peut qu'il y ait un mathématicien, mais dans l'âme, qui ait des besoins artistiques. Je pense que dans mon cas, c'était un peu ça. Okay. Parce que, exactement, j'avais besoin d'exprimer ce besoin artistique, et j'ai vu ce que la 3D m'apporte. Donc, au départ, je pensais que c'était deux univers qui étaient complètement incompatibles. Okay. Mais lorsque je suis rentré à l'intérieur, particulièrement avec le travail que je fais maintenant, je me rends compte que, en fait, il y a beaucoup de points en commun. Parce que ça peut sembler bizarre à dire, mais il m'arrive de multiplier des images entre elles, de diviser des images entre elles, de faire des opérations de cosinus. C'est vraiment une passion. Exactement, c'est vraiment une passion. Donc, on peut penser que c'est des domaines connexes, mais lorsqu'on rentre dans la 3D, particulièrement lorsqu'on veut l'appliquer au domaine du jeu vidéo, ou bien particulièrement lorsqu'on est intéressé par l'aspect technique de la 3D, on se rend compte qu'il y a beaucoup de maths qui interviennent. Et finalement, on passe des fois ces journées à résoudre des équations, en fait, même si nous faisons de la 3D. Donc, au départ, ça peut sembler comme étant deux domaines qui sont complètement, qui n'ont pas vraiment de rapport. Et à certains niveaux, ils n'ont pas vraiment de rapport. Mais il est possible d'allier les deux et de se retrouver en tant que mathématicien et en tant qu'artiste.
Ah, je vois, je vois. En fait, c'est deux domaines qui se réunissent en quelque sorte dans le domaine du design, quoi. Exactement. Parce que aussi, si on prend 3D, c'est des modélisations mathématiques, en fait. Les triangles, les carrés, les rectangles, tout ça, c'est mathématique avec des dimensions bien définies. Exactement. Parce que t'as parfaitement raison. Parce que même si tu vois la modélisation ou le dimensionnement des immeubles, parfois les gens utilisent des logiciels et tu peux voir, en fait, comment ils calculent le poids des poteaux, le poids des poutres, ainsi de suite, pour que toute la structure puisse se tenir, quoi. C'est ça. C'est super important. Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours, ton enfance, quelles sont les valeurs que tes parents ont inculquées avant qu'on entre un peu dans l'aspect artistique, dans l'aspect utilité du design dans le monde et comment les jeunes pourront se former dans ces différents domaines? Oui, absolument. Il y a quelque chose qui me marque vraiment dans mon enfance, c'est que mon père et ma mère me poussaient particulièrement à lire beaucoup. Donc, je me souviens qu'il y a une certaine période, je devais avoir 12 ans, je devais me limiter pour ne pas dépasser 100 pages par jour. Parce que quel que soit le livre, c'était difficile pour moi de ne pas dépasser 100 pages, sinon j'allais finir le livre et je n'aurais plus aucun livre. Donc, ils m'ont très tôt inculqué le fait de vouloir lire, et je me rends compte, ça peut être un autre sujet, que malheureusement c'est très dommage, mais en cette période nous ne lisons plus. Parce que j'avais cette habitude, mais maintenant je l'ai perdue. Mais toujours est-il que il y a cette valeur de lecture et de curiosité intellectuelle que mes parents m'ont donnée. Et je me rends compte que ça m'aide beaucoup. Parce que dans le domaine de la 3D, déjà, je suis autodidacte. Mais c'est un domaine où, au-delà des études que la personne a faites, qui des fois peuvent ne pas être sous forme universitaire ou académique d'une certaine manière, il y a le fait d'avoir cette curiosité intellectuelle qui est vraiment importante. Parce que le plus souvent, on est face à des problèmes qui demandent une certaine manière de réfléchir. Et si la personne n'est pas vraiment habituée à faire des recherches par elle-même, ou bien si elle n'a pas une certaine curiosité intellectuelle, il est très facile qu'elle décide d'abandonner parce que ça peut ressembler à du charabia à certains degrés. Mais cette curiosité intellectuelle que mes parents m'ont donnée à très tôt âge, ça me permet de pouvoir surmonter des difficultés, de pouvoir appréhender des problèmes, même si à la base je n'avais pas nécessairement des connaissances dessus. Donc c'est vraiment quelque chose qui me marque. Ah, super, super. Et quels sont tes livres préférés, par exemple? J'imagine que tu as beaucoup lu. Est-ce que tu as des livres à recommander? C'est plus des romans d'enfance que j'ai lus qui... Ok. Peut-être le livre dont je me souviens le plus, ce serait le livre de Harry Potter. Mais si j'avais à recommander actuellement, ce serait plus des livres qui auraient attrait à la poésie ou bien à la réflexion. Je pourrais recommander des auteurs comme Rumi, parce que ça permet d'avoir une certaine vision philosophique des choses qui peut être assez importante dans la vie. Super. Donc, après ton enfance, tu es allé à l'université, tu as fait mathématiques, après tu t'es formé tout seul dans le design 3D. Mais moi, je suis curieux. Quand tu dis artiste, j'ai l'impression que les artistes sont des extrémistes. C'est des gens, en fait, bon, ça, c'est mon point de vue personnel. C'est des gens qui ne se trouvent pas dans la société de manière générale. Du genre, la société, c'est un ensemble de normes communes que tout le monde est censé appliquer. Et si vous êtes super passionné, vous avez tendance à être exclu. Et si vous êtes aussi super marginalisé, vous avez tendance à être exclu. Et les artistes, c'est des gens qui, à fond d'eux-mêmes, ils ont ce désir d'exprimer, ce désir de partager et ce désir surtout de chercher l'impossible, en fait, et de modéliser l'impossible. Donc, comment tu as développé ce processus créatif? Parce que je vous vois comme un créatif. Les artistes, ce sont des créateurs, en fait. C'est des gens qui, comme un écrivain, en fait, tu ouvres un document Word, il y a rien, et puis quelques jours après, t'as 100 pages, quoi, ou bien t'as 200 pages. Donc, t'as créé quelque chose à partir de rien. Et ça, c'est de l'art, en fait. Pour moi, l'art, c'est la simplification du sophistiqué. Donc, d'abord, vous devez maîtriser ce qui est complexe avant de pouvoir le simplifier. Donc, est-ce que tu as un processus créatif et comment quelqu'un peut développer cette vision créative? Le processus créatif, j'aurais envie de répondre par une phrase en anglais. Nature versus nurture. Il y a ce qu'on appelle la nature, c'est comment la personne est. Et ça, il y a certains courants qui pensent que la personne n'a pas nécessairement d'impact, ou elle n'a pas nécessairement de dire, entre guillemets, par rapport à ça.
C'est sa manière d'être et elle est comme ça. Il y a le nurture, qui est la manière dont la société pousse la personne à agir. Et je pense que quand il s'agit des artistes, il y a une forte partie de nature qui agit. Parce que, au-delà du fait de vouloir manger, boire, dormir, se reposer, il y a le désir de vouloir proposer quelque chose. Et c'est quelque chose que j'ai ressenti des fois. Lorsque je me retrouve dans une situation où pendant certains moments, je n'arrive pas à créer, ça me crée un certain mal-être. Donc, j'ai besoin d'exprimer des choses, même si nécessairement, des fois, je ne partage pas ces choses au public. C'est juste des choses que je veux exprimer et que je veux voir de manière tangible. Donc, je pense que pour le processus créatif, une partie, c'est comment la personne est. Et j'ai presque envie de dire, c'est comment la personne est née. Mais une autre partie, c'est également qu'est-ce que la personne voit. Parce qu'on est vraiment inspiré par ce que l'on voit dans la vie de tous les jours. Les conversations qu'on a, les choses qu'on entend, ou bien même des souvenirs que l'on a eu à avoir. Donc, je pense que c'est tout un mélange de combinaisons, plus des fois des choses qui sont inexplicables, comme le fait d'entendre certains sons, ou même de voir certaines couleurs qui, des fois, ça enclenche un processus créatif. Donc, je pense que c'est tout un mélange de choses, mais en ce qui me concerne, mes sources d'inspiration sont multiples. Il m'arrive des fois d'être inspiré complètement par hasard, juste parce que j'ai entendu une certaine mélodie. Okay. Et cette mélodie crée un court-métrage. Et à la base, c'était juste quelque chose que j'entendais dans le background. Donc, il y a plusieurs manières de s'inspirer et je pense que tout dépend des personnes aussi. Oui. Ah, t'as parfaitement raison. Mais les désirs, là, bon, je connais beaucoup de personnes hein, qui ont des désirs, mais qui n'arrivent pas à les concrétiser. Mais j'ai l'impression que chez les artistes, en fait, c'est une question de vie ou de mort, quoi. Genre, si j'ai une idée dans la tête, tant que je la concrétise pas, je suis pas à l'aise, en fait. C'est comme si vous signez un contrat avec vous-même et vous décidez d'être mal à l'aise jusqu'à ce que l'objet soit accompli ou soit réalisé, quoi. Tu vois un peu. Mais ces désirs-là, comment ça vient? Je veux comprendre le processus. Comment le désir vient? Par exemple, parce que la raison pour laquelle je pose cette question, j'ai entendu quelqu'un dire un jour que les êtres humains, nous réfléchissons, nous avons des idées parce que on aimerait que nous mourrons, mais au lieu de nos idées, en fait. Genre, la raison pour laquelle on réfléchit, c'est pour que un jour on puisse mourir, mais pas nos idées. Parce que les idées, en fait, transcendent le temps, transcendent les générations. On parle toujours, par exemple, des scanners ou bien des méthodes d'analyse physico-chimique que Tesla ou Einstein a créé depuis de nombreuses années. Donc, j'imagine que aussi, d'une part, quand tu fais de l'art, c'est pour, en fait, transcender le temps. C'est pour immortaliser le moment. Mais les désirs, là, comment ça vient? Je suis curieux, en fait, de manière pratique. Comment tu l'analyses? Ce désir-là, ok, je peux vous donner un exemple qui est pratique. C'est ça. Exactement. Par exemple, au Sénégal, nous avons, il y a des fois une certaine problématique en ce qui concerne les ordures. Donc, en tant qu'artiste, il y a une part en moi qui se veut activiste de l'art. If it makes sense. Si ça a du sens. It makes sense. Exactement. Donc, en tant qu'artiste, je voudrais que le problème des ordures soit réglé. Mais je me rends compte que les médiums que j'ai, c'est pas nécessairement ma voix, mais ce sont les idées que j'ai et la manière que j'ai de les transposer en court-métrage. Donc, ce que je fais, c'est que je me dis que je voudrais que le problème des ordures soit réglé. À travers ça, je vais créer un court-métrage. Et des fois, les idées viennent avec les convictions que nous avons. Par exemple, si je prends le domaine du cinéma, particulièrement le milieu de Hollywood, on voit de plus en plus qu'il y a une certaine libéralisation, entre guillemets, des protagonistes. Ça ne vient pas de nulle part. Ça vient du fait que les acteurs et ceux qui écrivent le script à Hollywood, c'est plus des gens qui ont une vision left-wing. C'est plus des gens qui sont libéralistes. C'est démocrates. Exactement. Progressistes, exactement. C'est pour ça que nous voyons de plus en plus des courants progressistes. Ils ne veulent pas nécessairement ils n'ont pas nécessairement un agenda de pervertir la jeunesse, c'est juste qu'ils veulent véhiculer leurs idéologies. En tant qu'artiste, ce désir de création peut venir du fait de nos convictions. Nous voulons véhiculer certains messages qui nous tiennent à cœur. Le médium que nous avons, c'est l'art. Ça peut être à travers des morceaux de musique, ça peut être à travers des toiles de peinture que nous faisons, ça peut être à travers des écrits, mais au départ, ça vient d'une conviction que nous voulons véhiculer. Mais il y a également une autre partie qui est très intéressante et c'est un peintre,
j'ai malheureusement oublié le nom, mais on lui avait demandé d'où vient sa source d'inspiration. Parce que il avait des peintures de manière proliférique. C'était quelqu'un qui faisait beaucoup de la peinture. Donc les gens s'étonnaient, d'où vient ton inspiration? Il n'a pas été capable de répondre parce que c'est un phénomène que les artistes ont. Plus on crée, plus on a de l'inspiration. Et il était dans la zone, quoi. Dans la zone, exactement. In the zone. Exactement. Et ça m'arrive même. Plus je peins, plus le syndrome de la feuille blanche s'élimine. Mais moins je suis actif dans le domaine de l'art, plus j'ai des blocages pour créer. Donc, c'est quelque chose que je n'arrive pas... C'est un domaine, c'est une partie que je n'arrive pas à expliquer. Non, mais en fait, t'as parfaitement raison quand t'as parlé du peintre, là. Il y a un phénomène qui est purement physique, aussi psychologique et biologique, qui peut être expliqué par la science. Parce que j'ai vu un article, c'était même une recherche scientifique où on analysait en fait le cerveau des rappeurs quand ils faisaient leur freestyle, des joueurs de football quand ils étaient en plein de match, des basketteurs. Mais ils ont découvert ce qu'on appelle la zone optimale de développement ou la zone proximale zone proximale de développement. Je pense que c'est ça le terme. C'est que à force de faire quelque chose, on arrive à un niveau où on est complètement détaché de notre environnement et c'est comme si on se retrouve dans une zone où tout est calme et que rien n'a plus de sens à part cette chose-là. Exactement. C'est comme Sadio Mané, par exemple, quand il expliquait le jour où il tirait le penalty, c'est vrai qu'il y avait plus de 60 000 personnes, mais lui, il écoutait personne. Déjà, il n'entendait personne. C'était comme il y avait personne dans le stade et que c'était lui et le gardien. Il était concentré. Mais pour arriver à cette zone, ça demande beaucoup de travail. Exactement. Il y a beaucoup de préparation, quoi. Et peut-être même pour appuyer votre exemple, ceux qui courent, ils ont en général quelque chose qu'on appelle the runner's high. The runner's high. C'est exactement, ils arrivent à un moment donné où il y a une sorte d'euphorie qui leur gagne et ils ne font plus attention à leur environnement. Donc, c'est quelque chose exactement que vous avez dit. Dans la zone, on est juste... c'est ça. Non, le cerveau est puissant. Franchement, le cerveau humain est super puissant et Dieu sait ce qu'on peut faire avec, quoi. Absolument. C'est super important. Donc, ok, je comprends un peu ce que tu dis. Mais tu penses pas que, en fait, ça, c'est un peu lié avec ta personnalité? Est-ce que tu as déjà fait des tests de personnalité? Oui, j'ai déjà fait des tests de personnalité. Est-ce que ça te dérange pas de nous expliquer un peu ta personnalité et comment tu l'utilises dans ton art? Ouais. Le test de personnalité que j'ai fait a révélé que j'étais introverti. Okay. Et en même temps avec des tendances artistiques. Okay. Et j'ai eu ça j'ai remarqué, c'est pour ça que j'ai posé cette question. Absolument. Mais continue. C'est quelque chose que j'ai remarqué parce que il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui veulent absolument créer. Ils doivent créer. S'ils ne créent pas, ils auront mal-être. Et je pense que je fais partie de cette catégorie. Il y a d'autres personnes qui ne sont absolument pas intéressées par la création. C'est les extravertis, les par extravertis, exemple. Exactement. Ils se ressourcent plus à travers des activités sociales. Ils n'ont pas le temps de se concentrer sur quoi que ce soit. Exactement. Donc, je pense que différents types de personnes ont différents types de personnalités et ont différents attraits. Mais à la base, tout dépend de qui on est et qu'est-ce qu'on veut. Et ça revient sur le nature versus nurture. Je pense que c'est plus quelque chose de nature. C'est quelque chose que Dieu nous a donné, mais nous ne savons pas exactement qu'est-ce qui fait de nous des artistes, en fait. C'est juste, nous sommes nés avec le désir de créer et nous créons. Mais je pense que aussi, sociologiquement parlant, ou si on l'analyse sous l'angle sociologique, on peut voir qu'en fait, les personnes introverties, d'habitude, elles se socialisent pas beaucoup. Et c'est ce temps qu'ils ont à la maison, ou bien le fait qu'ils sont souvent en fait recroquevillés sur eux-mêmes, ou genre ils sont souvent seuls. C'est ça qui développe leur talent artistique. Parce que pendant que les gens sortent ou bien se socialisent, ou bien faire pendant que les gens font des courses, ils sont chez eux en train d'améliorer leur art, en train de se perfectionner, en fait. Ce qui fait que, d'habitude, les plus grands artistes, ce sont des personnes qui aiment être seules, en fait. Ce sont des loups solitaires, quoi. Et ça, j'ai remarqué. Mais, comment, cette notion d'être introverti, comment tu socialises, en fait? Si tu es tellement concentré sur ton art, comment tu fais pour
break the gap, quoi. Comment tu fais pour briser, en fait, le lien entre l'extraversion et l'introversion? Ça, c'est une question vraiment intéressante parce que il y a le fait que lorsqu'on est artiste, c'est vrai que des fois nous avons tendance à nous isoler, mais c'est que c'est dû à la nature chronophage de l'art en fait. Parce que l'art, c'est quelque chose qui demande énormément de temps. Si je prends mon cas, pour 1 minute d'animation pour un court-métrage, ça me prend 1 mois de travail. 1 mois. 1 mois de travail. Juste pour 1 minute. Waouh. Donc, c'est vraiment quelque chose qui prend du temps. 1 minute, Juste 1 mois. Juste 1 minute. Donc, en termes d'heures, c'est combien? Peut-être 100 heures? 100 heures. Et c'est quelque chose que je fais après le travail. Et c'est pour ça, des fois, je reste quand même un peu tard la nuit pour travailler dessus. Wow. Mais il y a quand même le fait que, en tant que personne, le fait de s'isoler trop également, c'est detrimental, c'est pas bon pour nous. Oui, c'est pas bon. Donc, c'est néfaste pour notre bien-être social, quoi. Exactement. Donc, des fois, c'est vraiment essentiel pour nous d'arrêter l'art complètement, de rencontrer des personnes, d'aller dehors, de faire du sport, etc. Parce que, des fois, comment on explique les introvertis, c'est pas nécessairement qu'ils n'aiment pas trop se socialiser, c'est juste qu'ils rechargent leur batterie en étant seuls. Donc, ils peuvent... Mais ils sont pas forcément seuls. Ouais, ils sont pas forcément seuls. Ouais. Ils peuvent être à côté avec oui, un déjà, ils sont dans leur chambre, mais ils sont en train de jouer, ils sont en train de travailler sur leur projet, sur leur art, tu vois. Exactement, Ils sont pas seuls. Ils sont pas seuls. Ouais. Pour un extraverti, oui, on pense que vous êtes seul. Mais pour un introverti, il sait que vous n'êtes pas seul. Exactement. C'est juste qu'elles ont besoin d'être, bon, disons, en isolation avec ce qui permet de leur recharger leur batterie, mais après elles peuvent interagir avec les personnes. Donc je pense qu'il y a quand même un certain équilibre à trouver. Trop s'isoler, c'est pas bon parce que nous sommes des êtres sociaux, nous avons besoin de socialiser, mais ne pas donner assez de temps à son art, c'est finalement souffrir d'un mal-être. Donc je pense que c'est ça la raison pour laquelle vous avez du mal à vous faire comprendre, en fait. Parce que vous connaissez pas la culture de manière générale. Déjà, vous vivez dans votre propre culture, dans votre propre monde imaginaire, de telle sorte que quand vous faites de l'art, bon, l'art aussi, je pense que l'art, c'est pas subjectif, c'est objectif. Quand quelque chose est joli, l'effet wow, en fait, personne ne peut tricher l'effet wow. Quand on voit quelque chose d'extraordinaire, c'est humain, quoi. Psychologiquement, on se dit, wow, c'est joli. Que tu sois démocrate, que tu sois conservateur, que tu sois, je sais pas moi, gay, hétéro, tout le monde est d'accord que la beauté, ça s'apprécie très facilement, quoi. Maintenant, c'est pour ça que votre art, ça vous donne une manière de vous valider dans la société. Parce que d'habitude, vous n'avez pas l'habitude de parler, vous n'avez pas l'habitude de vous socialiser. Mais quand vous faites un travail extraordinaire et vous dites, regardez, j'ai pas besoin de parler, je laisse mon art parler. En fait, c'est une sorte de liaison que vous avez avec la société. C'est votre art, en fait. C'est pour ça que vous avez du mal à vous faire comprendre. Il y a cette partie, mais il y a également le fait que ça peut dépendre de l'art qu'on est en train de faire. Par exemple, si je prends mon cas, je peux dire qu'il y a 2 types d'art. Il y a un art que je fais pour moi-même, et c'est un art généralement que je ne publie jamais. Parce que c'est quelque chose qui a trait à moi, à mon vécu. Donc, je ne m'attends pas forcément à ce que la personne puisse comprendre. Mais il y a d'autres types d'art que je publie. C'est plus des arts qui ont attrait à ma conviction. Pour ça, par exemple, c'est quelque chose que, en tant que Sénégalais, j'enlève ma casquette d'artiste et je mets ma casquette de Sénégalais. Quels sont les besoins que je vois dans cette société qui doivent être implémentés ou changés? Quand j'ai ce mode de réflexion, je mets ma casquette de Sénégalais et je produis quelque chose qui peut être compris par n'importe qui. Comme ton animation, un King Fury et Demi que j'ai regardé, ce qui est super intéressant. Quel est le message derrière de ce petit film, de ce mini-film court-métrage? Le message derrière, c'est le fait que nous sommes malheureusement dans une dynamique de néocolonialisation. J'ai eu la même impression aussi. Exactement. Ouais. Et de plus en plus, les gens ont ce sentiment que nous devons nous réveiller et être fully independent, complètement indépendants, sans qu'il y ait aucune entité derrière qui puisse nous contrôler. Donc, je me suis dit qu'une des manières de convey ce message, ce serait de le dire. Ce que beaucoup de personnes font et ce qui est vraiment important. Mais une autre manière serait de créer un court-métrage avec des effets spéciaux. De telle sorte que ceux qui sont plus intéressés par l'aspect entertaining vont trouver, ils trouveront leur compte. Mais les personnes qui recherchent de la substance pourront trouver leur compte également à travers cet alliage. Moi, en tout cas, j'ai trouvé de la substance, surtout du storytelling, l'histoire derrière. C'est un village où tu vois des
des assaillants qui viennent pour assiéger les villages et tu vois les jeunes prendre les mains, prendre en fait le dessous pour essayer de protéger en fait la population. Et surtout c'est en wolof en fait, tu vois, tu es en train de parler directement avec la société sur les principes, les valeurs, surtout les valeurs de communauté, quoi. C'est super important. Et par exemple, cette animation, j'imagine que ça t'a pris combien de temps? 10 mois. Oh ouais. Ça m'a pris 10 mois. Pour 10 minutes d'animation, ça t'a pris 10 mois. C'est exactement ça. Ça m'a pris 10 mois. Il y a beaucoup d'idées que j'avais en tête, mais j'ai dû, malheureusement, je n'ai pas pu les implémenter parce que j'avais un souci technique et j'avais un souci de temps également. Oh my God, 10 mois. Malheureusement. En tout cas, j'aime bien la chaîne YouTube qu'on va partager. C'est une chaîne YouTube où tout est en animation 3D et qui raconte des histoires vraiment qui vont avec notre société actuelle, qui en fait qui inspire, qui éduque et qui enseigne. Et c'est super important de prêter attention à ces différents messages. J'ai aussi vu une animation où tu parlais de Sandaga en 2000. Ouais. C'était quand? En 2064, Pardon. 2077. 2077. Ça, c'est marrant. Tu peux expliquer un peu? Ouais, ça, c'est une idée que j'avais eue en tête. Je me suis dit, bon, c'est intéressant en tant que Sénégalais de voir dans 50 ans, où est-ce que nous serons? Espérons que ce sera la réalité. Et en même temps, je vois qu'il y a la mode du cyberpunk, du futuristique qui est là. Donc, je me suis dit, OK, ce serait un projet assez intéressant pour moi. C'est pas vraiment quelque chose que j'ai fait en étant, c'est pas vraiment quelque chose que je l'ai fait plus de bonne humeur. Si, je comprends. Exactement, pour pouvoir montrer le quotidien des Sénégalais en 2077. Mais c'est juste un petit espace de Sandaga. Plus tard, j'espère, la place de l'indépendance. Non, j'ai aimé. Franchement, quand j'ai regardé ça, on dirait, on est dans une planète des aliens, quoi. Différente. Une planète complètement différente. Mais c'est super cool. Hein. En même temps, ça excite des idées, des gens. Ça sort des idées que t'aurais jamais imaginé, quoi. Ouais. Et je pense que c'est ça la beauté de l'art. Tu parlais un petit peu de la différence entre les conservateurs et les progressistes. Et que d'habitude, les progressistes sont là pour casser les normes, en fait, pour créer de nouvelles tendances. On voit ce qui se passe, par exemple, au Canada ou aux États-Unis, où le monde va de plus en plus vers le progressisme, en fait, où presque toutes les pratiques traditionnelles, les gens veulent les briser, en fait, parce qu'ils se disent, le monde évolue, on ne doit pas réfléchir de la même manière. Les gens parlent de abortion, par exemple, l'abortion. Il y a des gens qui parlent de, mariage, ça c'est autre chose. Il y a des gens qui parlent aussi le fait de démocratiser, par exemple, les différents métiers, la parité, l'égalité des salaires, ainsi de suite. Mais en tant qu'artiste, ma question c'est, est-ce qu'à force de casser les tendances, est-ce qu'on perd pas nos valeurs? Est-ce qu'on perd pas nos valeurs traditionnelles? Ça, c'est une question. Comment tu trouves le juste équilibre, en fait, entre le fait de vouloir casser les normes et aussi le fait d'embrasser toutes les valeurs universelles que nos grands-parents, en fait, nous ont inculquées? Ouais. Ça, c'est vraiment intéressant parce que, effectivement, si nous voulons nous mettre dans une dynamique libérale, nous finissons par complètement tout libéraliser et il n'y a plus de limites. Fondation. Exactement. C'est pour ça, à travers mes œuvres, j'essaie d'avoir des limites qui sont imposées par l'islam, en fait. Donc, il y a un certain paradigme de réflexion que nous avons, qui est que, quel que soit Alpha, nous n'allons pas dépeindre des personnes dénudées. Nous n'allons pas proposer certaines idées qui sont libérales, qui sont de plus en plus forcées à travers les films ou à travers des courts-métrages. Nous avons une limite qui est imposée par l'islam et nous tâchons de respecter cette limite. Mais je suis d'accord sur le fait qu'à force de vouloir tout briser, nous finissons par complètement ne plus avoir d'identité et cela ne correspond nullement à nos valeurs. C'est super important. Maintenant, pour les gens qui aimeraient se former dans le 3D, comment ils pourront faire? Est-ce que tu as des outils, des ressources particulières ou des écoles de formation? Comment les gens pourront se former pour être un artiste 3D? Ouais. Pour la formation en 3D, il y a deux routes. Il y a la possibilité de le faire en autodidacte, ou bien il y a la possibilité de rejoindre des écoles spécialisées. Concernant les écoles spécialisées, ici au Sénégal,
Je pense que l'Université virtuelle du Sénégal propose certains modules de formation qui permettent de comprendre le domaine, de débuter dedans. Et ce serait un excellent début pour pouvoir faire ses premiers pas dans la 3D. C'est également un peu plus développé dans d'autres pays comme la France ou le Canada, où ils ont carrément des écoles de 3D avec des spécialisations qui sont comme le jeu vidéo ou la cinématographie. Mais c'est également possible de se former en autodidacte, parce que je me souviens que j'ai appris à travers des tutoriels YouTube. C'est un mode d'apprentissage qui a ses risques parce que ce n'est pas forcément structuré. On a tendance à aller dans tous les sens. Mais il y a également des écoles virtuelles ou bien des sites comme Masterclass qui permettent d'avoir une formation beaucoup plus structurée. Et c'est un domaine où les diplômes ou le parcours académique n'a pas vraiment d'importance. Parce que tant que nous avons un bon portfolio ou que nous montrons que nous sommes capables de faire de la 3D, le parcours qu'on a eu, que ce soit en autodidacte ou en école, n'importe vraiment pas. Donc, c'est deux modes de formation qui sont disponibles. Genre, tu peux te former en mode traditionnel comme en mode autodidacte. Exactement. Quoi. Je pense que les deux meilleures écoles, c'est Google et YouTube. Exactement. J'ai l'habitude de dire ça, moi. Je dis, mon gars, les deux meilleures écoles, c'est Google et YouTube. Là. Tout ce que tu veux savoir, Google it. Vous avez tout dit. C'est exactement ça. C'est super important. Maintenant, avec le 3D, quelles sont les limites ou les contraintes que vous rencontrez actuellement dans votre domaine 3D? Actuellement, les limites que j'ai, il y a deux types de limites. Il y a des limites qui sont imposées par le hardware, c'est-à-dire le temps de travail, l'effort. Le temps de travail et également le matériel qui est utilisé. Parce que la 3D, surtout certains types de 3D en temps réel, ça demande un matériel ordinateur assez puissant. Et des fois, malheureusement, exactement, c'est quelque chose qui n'est pas très facile de trouver à des prix abordables. Donc, c'est une petite contrainte que j'ai. Mais une autre contrainte que je rencontre plus, c'est une contrainte technique. Parce que c'est un univers qui est vraiment vaste. Il est possible de tout faire. La seule problématique, c'est comment y arriver. Donc, des fois, nous sommes face à un certain problème. Nous voulons faire certaines choses, mais nous ne sommes pas capables parce que nous n'avons pas le bagage technique derrière. Donc, c'est l'opportunité pour nous d'aller apprendre plus, de prendre plus de ressources. Pardon. Par exemple, quand tu rencontres ces genres d'événements, comment tu fais? Genre, quand tu es devant un problème technique et que là, tu as atteint tes limites, comment tu te ressources? Comment je me ressource? Il y a c'est pas un site, c'est une application Reddit. Je vais poser ma question pour que d'autres personnes ou d'autres forumers puissent me donner leur input. Comment ça s'appelle? Reddit? Reddit, exactement. Okay. C'est une communauté où il y a plusieurs... de geeks, quoi. Exactement, sous-forums. Donc, les gens donnent leur aide ou leur soutien. Aussi, c'est vraiment quelque chose que je n'arrive pas à trouver de solution. Ce qui est bien, c'est qu'en 3D, il y a, dépendamment du logiciel qu'on utilise, il y a un marketplace, là où les gens vendent certaines choses qu'ils ont créées par elles-mêmes. Donc, bien souvent, il s'agit juste de débourser la bonne somme pour avoir accès à la bonne ressource. Je vois. Est-ce que tu proposes tes services aussi sur le digital? Parce que je pense qu'il y a des sites comme Fiverr ou d'autres sites où les designers, les graphistes, les artistes 3D peuvent proposer leurs services moyennant une rémunération, quoi. Avant, je me proposais comme freelance. Freelance, ok. Exactement. Mais présentement, je n'offre plus vraiment ce service parce que je préfère me concentrer sur mes projets de court-métrage. Mais c'est quelque chose qui s'offre en freelance. Okay. Maintenant, quelles sont les autres applications de 3D à part l'aspect 3D qu'on a vu là, la cinématographie, storytelling, l'animation? Est-ce qu'il y a d'autres applications 3D dans d'autres domaines? Ouais. Je vois que la 3D est de plus en plus utilisée, par exemple, dans le domaine de l'architecture. Donc, il y a des personnes qui proposent des modèles 3D d'immeubles à vendre. Il y en a d'autres qui proposent d'avoir des lunettes de réalité virtuelle pour pouvoir voir leur bien immobilier en 3D et faire comme s'ils y étaient avec la technique de la réalité virtuelle. C'est également utilisé dans le domaine publicitaire parce que beaucoup de personnes maintenant, pour des produits ou bien pour une certaine mise en scène, parce que la publicité, ça devient des fois un peu comme de la cinématographie. Et il y a beaucoup de 3D qui est utilisé pour pouvoir avoir accès à certains effets. Je vois également que des fois, même dans le domaine de l'ingénierie, il y a la représentation ingénierie qui est utilisée. Donc, de plus en plus des personnes se rendent compte qu'elles peuvent utiliser la 3D dans leur domaine en particulier.
que ce n'est pas nécessairement limité juste à la cinématographie ou aux jeux vidéo. Ouais, même sur l'imagerie médicale aussi, les imageries médicales, j'ai vu il y a beaucoup de gens qui utilisent 3D. En tout cas, c'est un domaine super vaste, super intéressant, ou qui te permet vraiment de modéliser en fait la chose et de la rendre réaliste, réelle quoi. Et c'est super important. L'autre point que je voulais te parler, c'est comment tu gères en fait ton attention. Bon, on vit dans un monde où notre attention span c'est carrément limité quoi. Du genre, je vais lu l'autre jour que au Sénégal les gens perdent 17,4 heures par jour, les jeunes. En même temps, sur les réseaux sociaux aussi, le fait qu'il y a plusieurs plateformes sociales, notre niveau d'attention je pense a diminué pour jusqu'au peut-être 2 minutes. Genre, on peut se concentrer pendant 2 minutes. Et je pense qu'avec ton travail, ça demande beaucoup d'attention, beaucoup de concentration. Est-ce que tu as des pratiques spécifiques qui te permettent de développer ce niveau d'attention, de concentration, ou c'est ta nature en fait, t'as pas de problème à te concentrer? C'est vrai que nous avons de plus en plus un problème d'attention. Et au départ, je me suis rendu compte que pour avoir un niveau d'attention, surtout dans ce domaine, ce n'était pas juste quelque chose qui était quelque chose où l'on pouvait attaquer de manière frontale. Il fallait avoir une certaine stratégie. Donc, par exemple, dans ma création de courts-métrages, ça demande beaucoup d'attention de détail, de certaines choses à placer, de sous-choses à gérer. Et la manière que j'ai vu qui fonctionne le plus, c'est de commencer du plus grand au plus petit. Donc, tout le temps, je commence... Exactement. Si. Par exemple, pour le Sandaga 2077, je n'ai pas juste commencé par créer les buildings, les petits signes de néon. J'ai juste commencé par des formes géométriques très simples. Cette forme géométrique, c'est le building. Cette autre forme géométrique, c'est une voiture. Et ce carré, ça représente la personne. Ça me permet d'appréhender de manière globale ce qui se passe. Et maintenant que j'ai la structure globale, je peux, d'étape en étape, de zone en zone, passer pour maintenant raffiner et rajouter les petits détails. Et je me rends compte que sans cette méthode, il serait très difficile d'avancer parce que il y a tellement de choses à prendre en compte. Et malheureusement, comme vous avez dit, notre attention, c'est nous tous. Je suis victime de ça aussi. Notre attention, vraiment, elle baisse. Donc, obligé d'avoir certaines méthodes pour pallier à ce problème. Est-ce que tu utilises des bloc-notes ou des notebooks, quelque chose pour en fait se mémoriser de tous ces petits détails? Par exemple, quand tu commences un projet, est-ce que nous, je suis un ingénieur, quand on travaille d'habitude, on a un cahier de charge, ou bien un plan d'assurance qualité, ou bien une charte de projet, dans lequel on recense les critères de satisfaction, les critères d'acceptation, les exigences, les besoins. Tout est détaillé de A à Z. Les résultats escomptés, les livrables, tout est détaillé. Et qu'au début, tu te dis, OK, voici les résultats attendus. Voici les différents plans d'action pour arriver à ce résultat. Et enfin, on fait un contrôle, une inspection ou une vérification. Toi, de ton côté, quand tu fais un projet, c'est quoi, en fait, le processus? Est-ce que c'est détaillé ou bien tu suis juste le flow, quoi? Ça dépend. Okay. Les projets que je fais, par exemple, pour le fun, comme Sénégal 77, Dakar 77, Sandaga 77, désolé. C'est la même chose. Exactement. C'est des projets où j'ai l'idée et je note juste un petit texte sur mon téléphone, Sandaga 77, avec un style futuristique. C'est parce que dans ma tête, c'est des choses qui viennent automatiquement, donc il n'y a pas vraiment besoin d'avoir un suivi. Mais quand il s'agit de projets qui sont plus évolués, comme un Kung Fury et demi, ça, c'est ce genre de projet où j'utilise tous les moyens que je connais pour pouvoir bien avoir un certain flow. Je commence d'abord par écrire l'histoire de manière générale. Ensuite, je la brise sous format cinématographique que je pourrais moi-même reproduire en 3D. Et ensuite, je liste toute la liste des choses que je dois pour pouvoir avoir les environnements en 3D, les personnages, les effets spéciaux. Et quelle est ensuite la liste l'enchaînement des événements. Donc, pour des projets plus évolués, j'ai nécessairement besoin d'avoir un bloc-notes où je spécifie quelles sont les étapes. Sinon, ça devient très difficile de faire un suivi. Non, super. Parce que je connais beaucoup d'écrivains ou d'artistes qui marchent avec des bloc-notes, quoi. Ou bien qui utilisent Evernote ou Samsung Notes.
À chaque fois qu'ils ont une idée, ils mettent dedans, quoi. Ça me semble. Oui, c'est ça. Et en fin de compte, ils essayent de collecter les différentes idées pour essayer de créer un canevas, quoi. Exactement. Qu'ils pourront utiliser dans l'avenir, quoi. Et c'est super important. Cette organisation structurelle, c'est super important. Est-ce que tu as des conseils à donner aux jeunes Sénégalais qui se forment, qui aimeraient réussir dans la vie de manière générale, avec toute ton expérience? Bon, là, je suis toujours jeune, donc, mais ce que je pourrais dire, c'est, pardon, juste, nous sommes dans un monde technologique. Donc, il y a de plus en plus de nouvelles branches et de plus en plus de nouvelles opportunités. Il serait vraiment intéressant pour nous tous, la jeunesse, que nous puissions avoir un regard critique et intéressé sur les nouveaux moyens technologiques. Parce que, c'est contrairement à avant, il y a 20, 30 ans, 40 ans, l'Internet, c'est quelque chose qui nous permet de nous former très facilement sur plusieurs domaines. Donc, je nous conseillerais de vraiment avoir un regard curieux sur ce qui se passe. Quelle est la technologie actuelle? Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette technologie? Et de ne pas avoir peur. Parce que bien souvent, c'est des domaines qui peuvent faire peur. Lorsqu'on utilise des termes techniques, les gens pensent que ça, c'est pour des génies ou bien des gens qui ont une compréhension élevée. Alors que c'est juste une glorification de 3 ou 4 clics qui sont faits sur ordinateur. Donc, je pourrais conseiller vraiment que l'on n'ait pas peur et que l'on s'investisse dans les moyens technologiques actuels. Surtout. Et le fait qu'en fait, tu as appris le design, toi, tout seul en tant qu'autodidacte, c'est vraiment une belle histoire, en fait. Ça doit être motivant et inspirant pour les jeunes pour dire qu'il n'y a pas de limites. Si on veut, on peut. Ouais. Et si on peut, on va y arriver. C'est aussi simple que ça. Est-ce que tu as connu un échec particulier qui t'a marqué et comment cet échec t'a propulsé antérieurement dans la vie de manière générale? J'ai connu quelque chose. Ce ne serait pas nécessairement un échec, mais ce serait plus le fait de ne pas nécessairement vivre comme on le veut. Parce que avant la 3D, j'avais un autre emploi qui était, on peut dire, dans la comptabilité. Mais ce qui se passe lorsqu'on a un emploi que l'on n'aime pas trop ou que l'on prend juste pour payer des factures, c'est que à la fin, même si le milieu de travail est excellent et les collègues sont bons, c'est pas heureux. Exactement, on ne se retrouve pas à l'intérieur. Donc c'est par ça que je suis passé. Et lorsque j'ai eu mon travail dans la 3D, j'ai pu faire la comparaison et là je me rends compte que le fait de travailler dans quelque chose qu'on aime, c'est vraiment, ça fait la différence en fait, même à travers la personne et son vécu, sa personnalité et tout. Donc là, t'es heureux. Ouais, là, je suis épanoui. Super. Là, je suis épanoui. Content pour toi. Quel est le pire conseil qu'on t'a donné? Le pire conseil qu'on m'a donné, ce serait, c'est pas nécessairement un pire conseil et ça dépend des personnes, mais dans mon cas, ce serait peut-être plus des conseils du type, never give up. Parce que c'est vrai que nous avons tendance à voir qu'il y a une montée de tout ce qui est attrait au motivational speaking. I hate motivation. Ça, c'est très sensible. Mais il y a des cas où justement le fait de give up, c'est ce qu'il y a de meilleur pour la personne parce que ce n'est pas nécessairement le chemin qui est meilleur pour elle. Tu peux développer davantage, je suis curieux. Ça, c'est par exemple, au départ. Okay. Au départ, lorsque je suis parti à Montréal, j'ai commencé par faire des études en informatique. Okay. Bon, on peut dire que la 3D, c'est un domaine informatique, mais c'est différent. J'ai commencé par étudier en programmation. J'avais un peu cette mentalité de never give up et je me rends compte que j'ai insisté dans quelque chose qui n'était pas nécessairement ma trajectoire. J'ai fini par abandonner, par partir vers les mathématiques et je me rends compte que ça aurait été meilleur pour moi dès le départ de commencer par les mathématiques. Oui, justement. Tu te dis, tu as perdu beaucoup de temps. Tu aurais dû en fait renoncer depuis longtemps et recommencer. Exactement, c'est ça. Ouais. Sauf que lorsqu'on essaie des fois d'appliquer le never give up, et je l'ai vu en informatique, les gens s'entêtent à vouloir finir quelque chose avec cette mentalité alors que ça peut être une perte de temps. Donc, je dirais plus, essayez de voir qu'est-ce qui est dans vos objectifs, qu'est-ce qui s'aligne par rapport à vos valeurs et poursuivez ce chemin. T'as parfaitement raison. Et je vois la même chose aussi avec les entrepreneurs, surtout quand tu crées ton projet, ça devient ton bébé, en fait. Tu l'as fait naître, tu vois. Mais après, tu te rends compte 2 ans, 3 ans, ça marche pas, mais tu t'entêtes, tu te dis, on va y arriver, on va y arriver. Avant que tu comprennes ce qui se passe, tu as déjà perdu 10 ans, des millions et le projet
n'avance pas du tout, quoi. Exactement. Et tu te dis, waouh, j'ai perdu tout ce temps. J'aurais dû, en fait, écouter les gens. J'aurais dû recommencer. J'aurais dû, en fait, chercher un autre truc, quoi. Exactement. Mais c'est très difficile c'est très difficile à faire. Alors, savoir comment, quand est-ce que lâcher, en fait, le ballon, quoi. Mais ça demande de la maturité. Je pense qu'à force de vivre, on finit par savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui Surtout pour une personne comme moi. Moi, je suis super déterminé, ambitieux. En fait, dans la vie professionnelle, ça peut être bien d'être ambitieux et déterminé, mais dans la vie personnelle, ça peut être aussi une faiblesse, en fait. Parce que quand tu es ambitieux, tu penses que tu peux tout résoudre. C'est ça. Donc, tu deviens un peu, tu aimes contrôler, quoi. Tu deviens un peu maniaque, quoi, tu vois. Et à la longue, ça peut causer des frictions dans les relations amoureuses ou dans les relations amicales, parce que tu veux vraiment agripper, quoi. Tu veux vraiment garder le contrôle, parce que tu te dis, je suis fiable, quoi. Si je le fais pas, personne ne le fait. Mais après, tu te rends compte que tu peux pas tout résoudre. En fait, dans la vie, parfois, faut laisser aller, quoi. C'est ça. Et le meilleur conseil qu'on t'a donné? Le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est d'avoir confiance en Allah. Il ouvre toutes les portes. Ouais. Dieu est grand. Dieu est grand, il ouvre vraiment toutes les portes. God is good. Wallah. Ça, c'est vraiment le meilleur conseil. C'est sûr. Just Allah. Et de quoi es-tu le plus reconnaissant ces temps-ci? Ces temps-ci, je suis vraiment reconnaissant d'être en vie, d'avoir l'opportunité de pouvoir continuer chaque jour à vivre, à proposer des idées, à prier. Parce que on ne s'en rend pas compte, mais la vie, c'est vraiment quelque chose de fragile. Du jour au lendemain, ça peut basculer. Et du jour au lendemain, une personne qu'on connaît peut partir. Donc, le simple fait d'avoir la vie, de pouvoir rectifier ses erreurs chaque jour, c'est quelque chose qui est inestimable. Ça semble rien, mais c'est vraiment inestimable. Quelle est la question que tu aimerais qu'on te pose souvent et qu'on te la pose pas assez, par exemple? Ce serait peut-être plus des questions qui ont trait, par exemple, à la 3D. Est-ce que c'est difficile? Parce que bien souvent, il y a des gens qui m'envoient des messages pour essayer de commencer la 3D, d'apprendre. Mais elles le font avec l'appréhension que c'est difficile et que c'est juste pour les génies. Donc, le simple fait de me demander est-ce que c'est difficile, ça me permettrait vraiment d'expliquer que, actuellement, non, c'est pas difficile. Ça demande juste de la persévérance. Même si ça semble contraire à ce que j'avais dit au début. Si, je comprends. Et si tu dois résumer avec toutes les expériences, tous les principes, toutes les valeurs que tes parents ont inculquées, si tu dois, imagine t'as vécu 120 ans, t'as réalisé tous tes projets et que t'as uniquement trois principes clés à léguer au monde entier. Quels trois principes donnerais-tu? Pour trois principes, le premier, ça serait de ne pas être selfish, de ne pas être égoïste. Égoïste. Parce que bien souvent, on a tendance à penser de manière individualiste et ça nous aide pas. Nous sommes un village et le fait d'aider une personne, c'est le fait de s'aider soi-même. Donc, ce serait vraiment quelque chose dont je mettrais l'emphase. Deux, ça serait également de ne pas avoir peur d'exprimer ses idées. Parce que bien souvent, je vois qu'il y a des personnes, elles ont des idées, mais elles ont peur du qu'en dira-t-on. Ou bien elles ont une certaine manière de vivre, mais elles ont peur du regard de la société. Du jugement. Exactement, du jugement. Alors que souvent, on se rend compte que le jugement est bien moins négatif que ce que l'on pourrait penser. Et le troisième, ce serait vraiment d'avoir confiance en Dieu. Comme d'hab. C'est quelque chose qui God is good. Exactement. Ouais. Et dernière question, quelle influence aimerais-tu laisser dans ce monde? Quel impact? J'aimerais laisser un impact qui est un impact en fait qui est significatif. Parce que à travers étant sénégalais, il y a certaines choses que je vois que j'aimerais changer, il y a certains problèmes que j'aimerais qu'ils soient résolus. Et cela me ferait mal de vivre jusqu'à 70, 80, 90 ans et que je ne puisse pas voir mon apport total dans la société, en fait. J'aimerais laisser, même si c'est juste un petit problème qui est réglé, même si c'est le problème des ordures, même si c'est une petite étincelle que je déclenche pour une transformation collective de la mentalité, même si c'est une petite chose, j'aimerais juste pouvoir laisser quelque chose que les gens pourront se servir. Ça n'a pas d'importance si mon nom est connu, ça n'a pas d'importance si je gagne de l'argent. Ce qui est important, c'est juste que les gens puissent s'en servir. C'est super. Et quelle est ta définition de la réussite? Je suis curieux. D'après ce que tu viens de dire, je suis curieux. La réussite, ce serait juste d'avoir un impact et d'avoir la conscience tranquille avec le Très-Haut. Donc pas nécessairement d'avoir beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Exactement. C'est ce que je pensais aussi. Ça. En tout cas, c'est une noble cause. Je pense qu'on partage la même manière de voir le monde. Hassan, je peux te parler pendant toute la nuit,
En tout cas, c'est un honneur. Je suis très honoré. J'ai beaucoup appris. Et j'imagine que les gens qui nous écoutent aussi ont beaucoup appris à travers cette discussion. Comment les gens pourront entrer en contact avec toi? Et si tu as un message particulier aussi, n'hésite pas à partager, que ce soit des offres de produits, des services, de formation, tout ce que tu veux. The follow is yours. Ouais. Vraiment, je te remercie de m'avoir invité. C'est super gentil de me donner la plateforme. Je suis disponible sur Instagram, de toute façon, on va mettre tout ça dans les show notes. Exactement. Toutes les Art références. of Hassan, exactement. C'est là où je suis le plus disponible. Sinon, je dispose d'une chaîne YouTube, Nima Renders. Nima Renders. Exactement. Vous pouvez rentrer en contact avec moi sur Instagram. Si vous avez des questions, si vous voulez commencer dans la 3D, si vous avez des blocages ou bien des partenariats, je suis vraiment ouvert à tout. Donc, c'est vraiment l'opportunité même que l'on fasse connaissance. Non, super. En tout cas, n'hésitez pas à le suivre sur les réseaux, de partager ce que vous avez appris dans cet épisode avec lui. Et c'est le cercle d'influence comme d'hab, comme vous savez. Ici, on s'inspire à inspirer avant d'expirer. C'était avec Hassan Gagne, un artiste 3D, quelqu'un qui œuvre pour, en fait, le développement de l'Afrique à travers le design 3D. Ainsi de suite. Ce fut un honneur. À la prochaine. Et en attendant, soyez unique, soyez légendaire. Peace and love. Hassan, merci beaucoup. Ce fut un grand honneur, mon gars. Merci. C'est réciproque. Yes. À la prochaine. Bye. We out.